Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Nous sommes sur Moutetesi Télévision. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous accueillons sur ce plateau un invité de marque. Il est bien connu dans la ville de Goma, ou bien presque pas, par bon nombre de la population. Aujourd'hui, nous accueillons un homme très intègre. Il est avec nous sur ce plateau en cravate rouge. Johnson Ishara Boutaragaza. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Ce n'est pas votre première participation à cette émission, donc vous devenez désormais l'habitué de cette émission et puis d'après tout, vous devez quand même vous présenter à nos fidèles téléspectateurs. Oui, je suis très honoré d'avoir été invité encore pour la énième fois dans cette émission. Moi, je suis Johnson Ishara Boutaragaza. Aujourd'hui, je suis le président fédéral du leadership et gouvernance pour le développement. Et c'est un parti politique qui a vu le jour depuis le 3 mai à Kinshasa, qui a vu le jour plutôt grâce à son lancement du 3 mai, mais depuis le mois d'octobre déjà, il existait, mais son lancement a été effectif le 3 mai au niveau de Kinshasa de cette année en cours, que nous sommes en train de représenter bien entendu dans la province du Nord Kivu avec beaucoup de camarades déjà qui sont éparpillés dans tous les coins et recoins de la province parce que le combat s'apprête très bien dans la douceur qui n'est autre que de conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Vous représentez la fédération provinciale du Nord Kivu du sénateur Matata Mpogno, mais d'après tout, vous avez un parcours. Vous avez été plusieurs fois leader dans plusieurs groupes de jeunes. On peut savoir où est-ce que vous en êtes? Oui, c'est vraiment un long parcours parce que le monde associatif, je l'ai commencé en étant en sixième secondaire où j'ai travaillé d'abord pour la protection des droits des enfants. Et là, c'est au même moment au Parlement d'enfants et aussi dans Benenfance Congo, le bénévolat pour l'enfance, où nous avons milité pour l'intérêt suprême des droits des enfants. Et pendant ces temps-là, nous étions également en train de travailler sur un domaine particulier qui n'était autre que la culture générale, au travers l'activité connue et qui nous a fait encore plus connaître pour les avertis, ça s'appelait le génie en herbe. Nous travaillons avec beaucoup d'écoles, beaucoup de télévisions et radios de la ville de Goma à cette époque et qui nous a permis aussi d'être quelqu'un qui dévorait des livres à tout moment avec nos équipes parce qu'on ne pouvait pas préparer des questions si on n'a pas la culture de la lecture. Et en lisant, nous avons découvert également beaucoup de secrets à l'intérieur qui a contribué à notre épanouissement. Et là, on peut parler, parce que je dois dire que avant que j'intègre plus le génie en herbe, moi j'étais un enfant qui était trop silencieux, trop calme, je ne parlais pas trop et voilà. Et maintenant, vous parlez trop. Dans un cercle trop réduit. Vous avez pris l'habitude de trop parler, comme vous êtes maintenant habitué au micro, aux caméras, etc. Non, je n'ai pas pris l'habitude de trop parler. J'ai pris l'habitude désormais de partager mes idées parce que c'est des concepts différents. On peut trop parler sans rien dire, mais moi je décide plutôt de partager des idées constructives. Johnson Ishara, merci pour cette brève présentation. Vous avez maintenant entré dans la politique, vous avez laissé les mouvements associatifs, les groupes de jeunes, vous devenez maintenant politique. C'était ça votre ambition ou bien vous n'avez pas encore atteint ce que vous cherchiez? Mon ambition en fait c'est de contribuer le maximum possible pour l'éveil du Congo par tous les moyens. Donc comme vous l'avez dit, protection des enfants, c'était justement ça. Au sein de la culture, c'était ça. Je suis passé dans le mouvement citoyen, c'était pour contribuer à l'éveil du Congo. Je suis passé au Parlement des jeunes au Conseil provincial de la jeunesse, c'était exactement ça. J'étais chargé de l'implantation comme coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile dans la province du Nord Kivu et successivement porte-parole. C'était pour contribuer à l'éveil de notre Congo. Et aujourd'hui en politique, donc le combat continue. Parce que je pense que la République démocratique du Congo mérite des hommes, en tout cas pour porter sur leurs épaules la destinée de tout un peuple qui mérite mieux. Et ces hommes-là doivent être éparpillés dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, je pense que
en politique, nous allons également donner les maximums possibles pour essayer de contribuer nos idées dans l'objectif de réveiller ces géants Congo, comme le disait Mary Patrice Lumumba. J'allais dire, on vous connaît combattant, vous avez longtemps combattu la mauvaise gestion de Guy Kibira à la tête d'ICPJ. On peut dire que vous continuerez toujours sur cette même lancée, ou bien ça c'est déjà révolu? Toutes ces personnes qui nous ont trouvés sur notre parcours, ce n'est pas en fait les individus qu'on combattait. On combattait le mal. Et le mal, c'est, comme vous l'avez dit, c'est mode de gestion. Le mal, c'était Guy Kibira. Nous avons dénoncé la gestion de... C'est ça, Johnson. Nous avons dénoncé la mauvaise gestion dans certains domaines de Julien Paluku, qui était le gouverneur de province. Nous avons dénoncé également la mauvaise... Nous avons dénoncé la mauvaise gestion à l'époque du président Joseph Kabila, qui était le président de la République. Nous avons dénoncé pas mal de ministères, même de l'éducation, qui était dirigé par Adel Bazizane aujourd'hui à l'Assemblée provinciale. Autant qu'on dénonçait, on proposait aussi des voies de sortie. Parce que c'est ça également le devoir du contrôle citoyen. En tant que citoyen, on n'est pas là qu'observateur. On est également là pour contrôler ces gens à qui nous avons donné le pouvoir. Et pendant tous ces temps, quand nous étions dans la sphère civile, eh ben, il fallait... On dénonce, on propose, on dénonce, on propose. Et c'est surtout ceux qui avaient des portions de pouvoir devraient également répondre par le droit de la redevabilité. La redevabilité, c'est de nous rendre compte de ce qu'ils font de leur pouvoir. Donc, si quelqu'un, au sein du conseil, au sein des divisions, au sein du ministère, au sein du gouvernorat, au sein également de la présidence comme au ministère, n'arrivait pas à bien faire son travail et qu'il nous trouvait sur son parcours, eh bien, nous faisions notre devoir qui était constitutionnel, qui est également un devoir citoyen. Vous avez évoqué les noms de Joseph Kabila, l'ancien président, actuellement sénateur, qui est un ancien allié de votre président national, le sénateur Matata Mponyo, qui n'a plus ses immunités actuellement. Vous êtes également le président fédéral de son parti ici en province. Il est en justice maintenant pour l'affaire Boukangalonzo. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que j'en dis? Le fait qu'il soit en justice, oui. Ou qu'est-ce que j'en dis? Le fait qu'il a été... D'abord, le fait qu'il soit en justice, oui. pour une affaire qui l'oppose à la justice dans le détournement des fonds alloués au projet Boukangalonzo. Voilà. Bon, d'abord, je vais commencer là où vous avez commencé. Ce que je dis, c'est qu'il a été Premier ministre. Également, il a été ministre de Finances. Dans un pays qui avait besoin de vaillants Congolais pour relever le défi. Donc, je pense qu'il a été à côté de Joseph Kabila. Pendant que vous aviez dénoncé, pendant 4 ans, vous dénonciez la mégestion de Kabila et de certains de ses ministres. Ouais. Matata Mponyo y compris, il était le chef du gouvernement. Oui, mais dans une équipe, il faut savoir, dans une équipe de 11, quand vous dénoncez que vous n'avez pas eu un bon résultat d'une équipe, ça ne veut pas dire que tous les joueurs qui étaient sur les terrains étaient de médiocres. Ça veut tout simplement dire que les résultats ne vous satisfont pas. Et qui n'ont pas bien presté, qui ont bien presté, il faut également avoir le courage de les dire. Et dans le gouvernement, pendant les 4 ans que le sénateur Matata a été à côté de Joseph Kabila, je pense en tout cas qu'il a été parmi les rares hommes d'État qui étaient à mesure de nous partager les résultats de gestion. On ne peut pas l'oublier parce que c'est à son époque que, grâce à lui, nous avons aujourd'hui la bancarisation. Un système qui consiste désormais que chaque militaire, chaque fonctionnaire de l'État peut retirer la totalité de son salaire à la banque. Ce qui ne se faisait pas avant. Et en économie, ça s'appelle l'insécurité salariale. Un système qui mettrait actuellement les enseignants... Quand un chef peut être à mesure de remettre à main propre l'argent à son travailleur, c'est l'insécurité salariale. Parce que tu sais déjà qu'il a l'argent. Mais au travers de la banque, les 15, à partir du 15, vous êtes à mesure d'aller prendre votre argent. Ça lutte contre les détournements des salaires, ça lutte également contre le monnayage à milliers dans les administrations. Eh bien, il faut également dire que c'est lui. Il faut dire que beaucoup de gens aujourd'hui les reconnaissent comme celui qui a été à mesure de stabiliser les taux de change. Aujourd'hui, nous sommes à 2000, je ne sais pas, 40, 50, ça dépend d'un coin où on est. Mais il est parti quand le taux était à 900 francs. Il faut les reconnaître que pendant 4 ans, il a réussi à stabiliser ça.
Et c'était par quelle baguette magique? C'était à cause de ses leadership, des qualités et sa capacité de gouverner la chose publique avec beaucoup de responsabilités. D'accord, Johnson. Parlons affaire Boukangalonzo. Affaire Boukangalonzo. Matata Mponyo, coupable, oui ou non? C'est vrai, c'est pas à vous de les dire parce que vous n'êtes pas la justice. Mais selon vous, est-il vraiment coupable? Il mérite d'être porté devant la justice. Vous comme moi, et même le sénateur Matata, je vais vous dire que nous avons tous besoin de savoir pourquoi le projet Boukangalonzo a bâclé. Pourquoi? Il y a des gens qui doivent y répondre. Parce que le projet, effectivement, n'a pas évolué tel qu'il a été planifié par toute l'équipe. À l'époque, le président Joseph Kabila et le premier ministre et le sénateur Matata. Alors, est-ce qu'il est responsable ou non? Vous avez même répondu que, en termes de droit, je ne suis pas en mesure de répondre. Mais on peut partir par des hypothèses. La première hypothèse, je sais, en matière de gestion d'abord, ce n'est pas un premier ministre qui gère au quotidien les activités sur terrain. Ce sont le ministère sectoriel. Eh bien, le projet Boukangalonzo étant dans le secteur de l'agriculture, donc pour moi, la première personne qui devrait comparaître, c'était le ministère de l'Agriculture. Si à ce niveau, il allait maintenant dire « j'étais limité parce que ma compétence était limitée, mais c'est lui qui était responsable, c'est tel, mais le peuple congolais notera que c'est la personne responsable d'abord au premier degré qui a été invitée, ce qui n'a pas été le cas. Alors, deuxièmement, attendez un peu Johnson, dans le cas d'espèce, c'est Matata qui avait choisi la firme partenaire, cette organisation, cette entreprise sud-africaine. C'est le gouvernement congolais. Il faut le dire, parce que les hommes passent, les institutions restent. Évidemment. Oui. À sa tête, il y avait Matata Mponyo, c'est-à-dire c'est lui qui avait choisi les partenaires, c'est lui qui avait initié tous les projets. Bien sûr, les ministères étaient là, mais quand même Matata s'est porté les déçus de choisir les parties prenantes au projet. N'oublions pas également que pour le projet de 100 jours, c'est le chef de l'État qui a décidé de, oui ou non, que le projet devrait commencer. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on doit être à mesure de dire à notre peuple congolais la vérité sur le dossier. Chaque fois qu'il y a un projet, un giga projet comme celui-là, il y a toujours une équipe qui travaille, qu'on appelle l'équipe technique de suivi de projet de l'État. N'oubliez pas également pour la passation de marchés publics, il y a toute une direction qui est bien en place en République démocratique du Congo, qui doit étudier quelle entreprise est fiable ou à mesure également de gérer notre projet. Ça n'a rien à voir avec la personne du sénateur. Donc nous devons également quitter l'approche de chercher toujours à individualiser les actions gouvernementales. Il s'agit là des institutions de l'État. Et quand j'étais en train de vous parler des responsables, j'étais en train d'y aller lentement. D'abord le ministère de l'Agriculture. À deuxième niveau, il y a un autre ministère qui travaille sur les prévisions budgétaires. Si l'argent doit sortir, ça doit aller où? Ça doit être affecté comment? Eh bien, il s'agit du ministère du budget. Troisième niveau, c'est le ministère de Finances. Alors, si les trois là, et n'oublions pas également le portefeuille, si les quatre ministères disent « vous allez nous amener en justice pour rien », mais nous dépendions directement d'un seul homme qui s'appelle sénateur Matata. C'est à ce moment-là qu'on l'inviterait pour comparaître. Mais commencer directement par la primature, mais quelle ironie du sort. Mais on ne peut pas quand même le comprendre. Pour vous, c'est beaucoup d'étudiants de droit n'arrivent même pas à qualifier cette procédure et ça pose problème. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, comme vous l'avez dit, si je me prêtais vos mots, c'est lui qui a choisi l'entreprise. Et on a accusé que c'est l'entreprise qui aurait également versé quelques sommes auprès du sénateur. Mais qui devrait témoigner ça? C'était les responsables de l'entreprise. Eh bien, c'est les Sud-Africains. Globler, il est venu, d'abord, vous devez savoir comment il est arrivé aujourd'hui à la justice. La fois passée, quand il est venu comparaître, d'abord, il n'était pas invité. Mais c'est le sénateur qui a demandé que si vous voulez savoir tout sur Africom, son directeur peut venir. Est-ce que vous pouvez l'inviter? La justice congolaise avait refusé.
Eh bien, sachant que l'entreprise Africom, c'est une entreprise internationale qui, au-delà du marché congolais, il peut avoir d'autres marchés ailleurs. Et sa crédibilité dépend de son passé. Donc, si son passé est suyé avec le projet Bukanga Lonzo, ils auront du mal à avoir d'autres projets. Voilà comment lui-même a décidé de venir en République démocratique du Congo. Et on l'a interdit, on l'a refusé de comparaître. Et par contre, on l'a confisqué son passeport de voyage. Et quand on lui a remis le passeport, c'était pour lui dire « On vous remet votre passeport et ne rentrez plus au Congo ». Mais parce que la vérité était tue, le sénateur est parti aux soins aux États-Unis. Et on a crié, parce qu'on l'a vu en Afrique, il y a beaucoup de chefs d'État ou beaucoup de politiques, quand ils quittent le pays... Le sénateur qui n'a plus ses immunités, il fallait seulement dire Matata n'a plus... Le sénateur Matata est parti aux soins. Arrivé au soin, on a programmé déjà le procès à une date où on pouvait s'imaginer qu'il ne sera pas encore au Congo. Mais il n'avait pas peur. Comme je suis en train de vous le dire, que ce soit nous, comme ses camarades du parti, nous n'avons pas peur de la justice. Que ce soit lui-même, il veut que la vérité soit mise au clair. Malgré son état de santé, malgré l'évolution du dossier, malgré tout ce qu'on pensait qu'il ne va pas revenir, ben il est revenu à la veille pour dire « je viens répondre à la justice ». Parce qu'il ne peut pas prétendre être chef de l'État demain en ayant peur des institutions aujourd'hui en place. Et il est venu, il a répondu au rendez-vous. Alors, voilà. parlons et aujourd'hui, maintenant, les rendez-vous, comme vous le parlez. Oui. Parce que le Sud-Africain était arrivé, et lui-même, avant même son départ, rappelez-vous qu'il avait fait un point de presse, où il a avoué qu'il n'avait jamais donné, même un DIFON, et il n'avait jamais rencontré le sénateur Matata dans le cadre de ses projets. D'accord, c'est lui-même qui l'a dit. Connu, et tout ça, sera connu par voilà. Maintenant, la justice hier parce qu'il fallait... On a renvoyé ça pour hier, les 14. Les 14, on devrait siéger. Eh bien, comme je peux vous l'avouer, ce que nous allons sur le deux fronts. Le front sur la compréhension de la forme et le front sur la compréhension du fond. Et il fallait d'abord commencer par la forme. Et la forme, vous avez entendu comment on a posé beaucoup de questions au préalable pour savoir... Un dossier qui était déjà classé par la Cour constitutionnelle, de quel pouvoir judiciaire la Cour de cassation peut y revenir? Eh bien, c'est la Cour de cassation d'y répondre. La Cour constitutionnelle s'étant déjà déclarée incompétente dans un état de droit, par quelle procédure la Cour de cassation peut-elle se déclarer compétente de juger un ancien Premier ministre? Alors, si la loi reste muette, on va voir si réellement on est dans un état de droit. Parce que si on est dans un état de droit, la Cour de cassation, le 21, va se déclarer incompétente. Mais pour nous, c'est que ce que nous voulons, on comprend que la clarté soit mise au clair. On comprend que vous êtes serein à votre niveau. Exact. Et c'est déjà bon de votre part. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez, ou bien qu'est-ce que vous allez faire si, du moins, la Cour s'est prononcée en défaveur de Matata? Bon, vous posez seulement la question d'un seul angle. Je vais répondre maintenant pour les deux angles. Qu'est-ce que nous allons faire si la Cour s'est déclarée incompétente? Je commence par là. Ce que nous allons dire, enfin la Cour a parlé le droit. Et nous allons continuer à vivre comme tout parti politique sérieux doit vivre. Dans un autre angle, au cas où la Cour se déclare compétente, ce que nous allons tout simplement constater, que cet état de droit et cette justice, elle est devenue une justice boiteuse et que cet état de droit risque de discours. Parce que ça sera pour la toute première fois dans l'histoire de ces pays que la Cour constitutionnelle se déclare incompétente dans une affaire et la Cour de cassation récupère la même affaire après beaucoup de correspondances du cabinet du président de la République, du ministère de la Justice poursuivant seulement un seul homme et que la Cour de cassation se déclare compétente. N'oublions pas également qu'il y a eu une procédure récente, ridicule aussi, qui a fait partir le président de la Cour constitutionnelle. Pour quelle raison? Moi et vous, nous ne savons pas encore. Et les juristes disent que c'est la procédure. Alors, si ça s'est fait comme ça, ce que nous allons constater, et nous allons continuer à mener les activités du parti normalement. On comprend que selon vous, Matata serait innocent. Le reste seulement à être prouvé devant la justice. Exact. Pourquoi il est poursuivi alors? Vous-même, vous l'avez dit, qu'il était poursuivu pour le dossier Bukanga Lonzo. On l'accuse d'avoir détourné ce fonds. Vous êtes en train de l'innocenter. Oui, mais moi, je pense que derrière maintenant ça, ce que nous, l'hypothèse que nous soutenons, l'hypothèse que nous soutenons, il a dit ça lors du lancement de notre parti.
La première fois, c'est qu'on lui a demandé de rendre allégeance au nouveau président de la République. Il a dit de toutes les façons, c'est le président de tous les Congolais. Et il est mon président. Le président Félix, il est le président du camarade sénateur Matata Ponyo. Question de rendre allégeance pour dire, voilà, glorifier comme on a vu certains gouverneurs chanter pour le président, comme si les Atalaks, enfin, ils n'ont plus rien à faire. Qui lui avait dit de rendre allégeance au président? Quand on le dit ça, c'est-à-dire c'est le système en place. Vous savez que le chef de l'État a beaucoup de conseillers et pour certaines missions, il peut envoyer beaucoup de conseillers. Selon vous, une révélation faites ici. La deuxième révélation. Les conseillers du président. Non, ce qui veut dire. T'es parti voir Matata, lui demander de rendre allégeance au président. Que le pouvoir en place a demandé au sénateur de rendre allégeance. Et la réponse du sénateur était claire. Le président Félix, c'est le président de tout Congolais. Les sénateurs étant congolais, ce qu'il reconnaît le président Félix comme le président de tout le Congolais, à l'occurrence son président. Deuxième chose, on a demandé au sénateur de faire partir de l'union sacrée. Il a refusé. Il a refusé également de faire partir de l'union sacrée. Il a dit, moi je reste. Et à ce moment-là, il jouissait de ses immunités en tant que sénateur, mais également avec Congo Challenge et LGP, qui étaient également des organisations à part. À côté, ce n'étaient pas des organisations politiques où pouvaient partager ses expertises en matière d'économie, en matière de bonne gouvernance, en matière de leadership dans beaucoup de pays. Donc, ils pouvaient le faire et attendre, voilà, que le moment arrive pour qu'ils puissent choisir. Il a décidé également de quitter ni le PPRD, ni l'FCC. On l'a demandé encore de se prononcer qu'il ne sera pas candidat président en 2023. Et le sénateur a encore refusé. Voilà, quand vous accumulez tout ça, ça nous fait voir globalement tout le fond. C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'il y a un acharnement contre un homme. Un homme qui veut, parce que son peuple lui a demandé enfin de se jeter dans cette bataille à la magistrature suprême. Et il y a ceux qui ne veulent pas l'entendre de cet orgueil et qui veulent à tout moment étouffer l'EF. Étouffer l'EF, c'est-à-dire étouffer ses ambitions. C'est-à-dire il y a un fourre-tout. Il y a le président de la République qui est derrière ça, il y a le PPRD qui est derrière ça, il y a l'Union sacrée, ça veut dire tout, ils sont tous derrière ça pour voir Matata Ponyo être jugé. Non, mais le PPRD d'aujourd'hui, il est dans l'opposition, constitutionnellement. Parce que vous aviez fait allusion au fait que Matata s'est retiré du PPRD. Oui, le sénateur Matata a quitté le PPRD et l'FCC. Mais il y a toujours sa liberté. Vous pouvez décider aujourd'hui d'appartenir à Moutetezi, comme demain vous pouvez décider de ne pas appartenir à Moutetezi. Et quand vous n'appartenez plus à Moutetezi, ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes avec Moutetezi. Non, c'est de votre droit. Et c'est de la même façon qu'avant que les sénateurs ne quittent. Actuellement, qui est l'allié principal de Matata Ponyo? Mais l'allié principal, ce sont les Congolais en général. À part les Congolais, à part la population, à part le peuple. C'est le meilleur allié. Le meilleur allié son allié en politique. On connaît l'allié de Félix actuellement, c'est Kamere. On connaît l'allié de Fayoulou, c'est Mouzito. Qui est l'allié principal de Matata? Alors, je vous réponds tel que vous voulez l'entendre. Le vrai allié du sénateur Matata, c'est le peuple congolais. Non, mais évitez-moi cette question, s'il vous plaît. Voilà. Donc si vous me demandez on l'a vu la fois dernière avec Fayoulou. C'est pas à dire qu'ils sont en train de faire une alliance pour il a répondu à cette question. Il a répondu à cette question. Il a dit le sénateur Matata, c'est un homme d'État. Un homme d'État, il peut également, comme il venait de lancer le parti politique qui est dans une opposition, il n'est pas interdit d'aller rencontrer ceux qui étaient dans cette opposition, pour dire enfin nous sommes là aussi. Et donc c'est comme un voisin, vous venez de déménager, vous avez deux voisins. Allez dire bonjour aux voisins, ça ne veut pas dire que voilà, vous venez maintenant solliciter des alliances, voilà comment on va vivre. Ça va faire les choix du voisin aussi. Mais pourquoi seulement les choix de Fayoulou? Non, là, en fait, l'élégance politique. L'élégance politique veut à ce que vous puissiez parler avec tout le monde. Les sénateurs Matata... Là, c'est parlé avec Fayoulou, plus d'autres personnes à part Fayoulou. Mais qui le sait? Officiellement, ce qui a été médiatisé. Non, officiellement... Vous aviez même envoyé des vidéos. Officiellement, il a même déjà parlé avec le président de la République. N'oublions pas.
Officiellement, il a parlé avec les sénateurs, plutôt les députés Fayoulou. Et il peut encore continuer à en parler. Parce qu'il n'y a que depuis le mois de mai que le parti est là. Ni Tété Sa Santé, je pense qu'il aurait déjà rencontré beaucoup d'autres. Et il va les faire. Mais cette alliance politique, telle que vous voulez l'entendre officiellement, avec tel ou tel, en tout cas, ce ne sont pas encore des questions sur la table du sénateur. Mais tout ce qu'il fait, c'est de rencontrer également les compatriotes congolais pour les rassurer dans quel angle notre combat politique va évoluer. Parlons maintenant de la santé de votre parti. Avec plaisir. Non, le parti évolue très bien. Depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, où est-ce que vous en êtes déjà? Depuis le mois de mai, ce que nous avons lancé à partir de Kinshasa, il y a une équipe nationale de gestion qui a été mise en place pour travailler sur également l'installation de provinces. Et parce qu'à Kinshasa, déjà, le même jour du lancement, il y avait toutes les 26 provinces qui étaient représentées. Et ce qui a fait que quand nous sommes rentrés avec le mandat de faire des consultations et constituer les directoires provisoires. Et ce directoire provisoire a été confirmé par nomination, où nous sommes maintenant dans une équipe de fédération au niveau de la province. Donc, autant il y a un travail de mobilisation qui évolue très bien à Kinshasa, il y a un travail politique également qui évolue, il y a un travail administratif qui évolue très bien. Si vous allez même sur notre site, parce qu'on avait ouvert la brèche pour nos compatriotes à se lancer avec la possibilité d'adhérer physiquement proche d'un bureau qui est proche de vous, mais également vous pouvez adhérer en ligne au travers de notre site lgd.org. D'accord. Alors, Johnson, que répondez-vous aux gens qui disent, je suis en train de voir sur votre logo, que répondez-vous aux gens qui disent que vous avez copié textuellement les armoiries de la République fédérale allemande? L'ambassade de l'Allemagne avait répondu à toutes ces rumeurs. Qu'est-ce que vous en dites? Que c'est faux. C'est faux. Visiblement, ça saute aux yeux. Il y a vraiment une ressemblance avec votre drapeau et les armoiries de l'Allemagne. Je pense que il y a beaucoup de gens qui ont étudié le cours de psychologie. Il y a la dimension qu'on appelle de l'observation. Nous pouvons avoir l'idée que nous sommes en train de voir une même chose, mais chacun risque d'avoir son angle d'observation. C'est la même chose. Si vous voyez aujourd'hui, par exemple, les drapeaux de la France, vous voyez également les drapeaux du Pays-Bas. Trois couleurs. Et les mêmes couleurs sont au niveau du Pays-Bas, sont également au niveau de la France. Mais la disposition de ces couleurs, c'est ça la différence. Et ça ne fait pas débat. Donc, pour nous également, expliquez-nous maintenant votre logo. Ça veut dire quoi? L'aigle, les étoiles, machin. Oui, c'est-à-dire, il y a l'aigle qui prend la lyre de vouloir voler. Et sur ses ailes, vous allez voir qu'il y a maintenant les initiales du parti. Donc, tout simplement parce que cette envergure que l'aigle veut prendre, c'est l'ensemble maintenant de la République démocratique du Congo, qui sera enfin conquéri par une vision plus élargie. Parce que vous devez savoir que l'aigle a une capacité de vision très très profonde. Et aujourd'hui, le Congo a besoin des hommes, de femmes, qui vont réfléchir le Congo dans 100 ans. Et c'est cette capacité qu'aujourd'hui qui nous manque. Mais si au travers un parti politique qui mobilise également le Congolais en comprendre qu'on devrait éviter seulement, après 5 ans de l'élection, on commence à réfléchir sur les 5 ans encore pour une autre élection. Mais il faut projeter plutôt le Congo. Mais également, l'aigle a une capacité de résilience face à des difficultés énormes. Il est à mesure de s'adapter. Et également, c'est cette adaptation que nous comptons également partager. C'est-à-dire, dans n'importe quel vent qui devrait secouer au pays, il faut tout simplement se rassurer que nous avons un seul pays, une seule patrie à protéger, ça s'appelle la République démocratique du Congo. D'accord. Chuté, en conclusion, qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ce qui a été dit, notamment dans le cadre de cette procédure judiciaire dans l'affaire Boukangalonzo? Donc, en conclusion, nous pensons et nous restons convaincus que le sénateur, il est vraiment innocent dans cette affaire.
parce que celui qui avait demandé pour la toute première fois qu'un audit soit fait dans le projet Bukanga Lonzo, donc il ne pouvait pas quand même s'attirer lui-même de la foudre. Et il a souhaité également que la lumière soit mise au clair dans cette affaire. Et voilà, tout ce qui va continuer, aussi longtemps que la justice va parler du droit, nous pensons qu'il va vraiment s'en sortir sain et sauf. Mais aller à l'encontre, ça serait maintenant politiser cette justice, une approche que nous ne voulons pas, que nous ne souhaitons pas, parce que ce soit notre parti, les LGD, nous nous battrons également pour une justice distributive. Nous respecterons toutes les institutions du pays comme nous sommes en train de le démontrer. Nous n'avons pas fui la justice et c'est dans cette sérénité que nous invitons tous les camarades qui nous suivent dans tous les coins du monde de garder leur sang-froid. Que ce soit les militants, que ce soit les camarades en province, que ce soit Kinshasa et les sénateurs lui-même sont très sereins et voilà. Ils attendent merci beaucoup Johnson Ishara pour cette sheet. Et c'est par là, mesdames, messieurs, que nous sommes en train de conclure complètement cette émission Entretien sur Moutetesi Télévision. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement.